tous et à toutes. Bienvenue à cette première table ronde. Donc, on va commencer par nous présenter les unes les autres et puis à présenter nos intervenants et nos intervenantes. Moi, c'est Diane Devignon. J'ai fait un master de recherche à l'université d'Oxford sur les Français libres à New York et la résistance transnationale pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de me reconvertir dans le journalisme historique. Ça fait maintenant 2 ans que je suis journaliste et que j'écris notamment sur l'actualité des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur des sujets plus pointus en lien avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous et merci d'être là. Moi c'est Maëlle Pénéguès, je suis doctorante en histoire moderne à Sorbonne Université. Mes travaux portent aussi sur la contemporaine, donc je travaille sur la notion de colonialité au Siam et en Thaïlande et la création d'un nationalisme thaï à partir des années 30-40 face aux velléités coloniales européennes. Alors, je vais présenter nos intervenants et nos intervenantes du jour. Donc, nous avons Anne-Sophie Anglaré, qui est docteure en histoire et chercheuse associée au CIRIS. Sa thèse sur la Légion française des combattants a obtenu le prix de la chancellerie des universités de Paris. En 2023, au service du maréchal, la Légion française des combattants 1940-1944 a été publiée aux éditions du CNRS. Raphaël Pallu a soutenu sa thèse en 2018 de Caen, une thèse intitulée « Le Maquis de France, la France libre et les Alliés, retrouver la coopération », pour lequel elle a reçu le prix de l'histoire militaire du ministère des Armées. Elle est désormais chercheuse post-doctorante à l'université de Manchester, c'est toujours d'actualité, et maintenant à Sorbonne Université, où elle travaille à un projet collectif sur la médecine dans la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'était plus d'actualité. Maintenant, à la Sorbonne Université. Nous avons maintenant Jean-Charles Foucrier, docteur en histoire de l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et notamment de l'aviation militaire. Il est chargé de recherche et d'enseignement au service historique de la défense, où il est également référent pour l'armée de l'air et de l'espace. Il est auteur de 2 livres publiés chez Vendemiaire en 2017, La stratégie de la destruction, et chez Perrin en 2019, La guerre des scientifiques. Et il travaille actuellement sur 2 autres ouvrages à paraître en 2024 chez Perrin. Un premier sur le général Martial Valin des forces aériennes françaises libres et un second sur le ciel du Reich, la défaite de la Luftwaffe. Et enfin, agrégé et docteur en histoire, Thomas Bessé est maître de conférences en histoire à l'université Le Havre Normandie, après avoir été chargé de recherche et d'enseignement au service historique de la défense. Sa thèse, consacrée à l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu, a reçu plusieurs prix et a été publiée en 2017 aux éditions Belin, sous le titre « L'amiral d'Argentlieu, le moine soldat du gaullisme ». Ses travaux portent sur l'histoire des conflits dans leurs aspects opérationnels, diplomatiques, politiques et religieux. Alors pour commencer, donc on sait que la Seconde Guerre mondiale est quand même un sujet qui intéresse d'un point de vue éditorial. Les livres se vendent bien, mais d'un point de vue recherche, on a quand même un renouvellement de chercheurs à faire. Et donc, on voudrait savoir quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi la Seconde Guerre mondiale. Jean-Charles, allez-y. Mon parcours, en bref, j'ai commencé en master à l'université de Caen, donc Seconde Guerre mondiale, c'était logique. J'ai continué à Paris 4 Sorbonne. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale? Déjà, c'était une passion à titre personnel. Et j'avais repéré un angle mort historiographique, on en parlera peut-être par la suite, mais en l'occurrence l'aviation militaire. Et on en a parlé juste avant, les bombardements alliés notamment, qui à l'époque, on est en 2010, était très peu traité. On était vraiment dans un angle mort, à la fois politique, mémoriel. Et j'ai trouvé que c'était la bonne occasion de contribuer à défricher le terrain. Donc depuis maintenant 14 ans, ça date maintenant. Il y a plusieurs historiens qui sont intéressés au sujet, en CNAP notamment. Et puis moi aussi, j'ai publié ma thèse. Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur la préparation du débarquement en Normandie, lorsque les bombardements ont été au plus fort, et je pense qu'il en a été question déjà sur la France. Donc, ce qui me concerne, moi, l'histoire de l'armée de l'air, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des choses qui ont été faites, mais il en reste, je pense qu'on en parlera par la suite. Il y a très peu de doctorants, même si là, depuis quelques années, il y en a quand même un petit vivier qui est en train de se constituer. Mais le fait est qu'il y a encore de la place pour l'aviation militaire, en tout cas.
Moi, j'avais commencé par faire des études de traduction, et donc notamment en travaillant beaucoup avec l'allemand. Je m'intéressais, quand je suis ensuite arrivée en histoire, je m'intéressais aux questions de réconciliation franco-allemande. Donc, au départ, après la Seconde Guerre mondiale, mais sur la Première Guerre mondiale, à Verdun. Donc, petit à petit, je me suis intéressée aux anciens combattants, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler sur les anciens combattants sous la période de Vichy. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur l'idée de faire un sujet plus international avec beaucoup d'archives allemandes. Au final, j'ai un sujet très français, mais je me suis rendu compte que sur Vichy même, il y avait encore énormément de choses à faire. Moi, j'ai fait des études de littérature et d'histoire pour commencer mon cursus. Et c'est peut-être en fait la littérature qui m'a amené à m'intéresser à la guerre en premier lieu. Ensuite, le choix de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parfois l'affaire de la rencontre avec un ou des directeurs de thèse. Dans mon cas, c'était deux, qui étaient Jean Clévien à l'université de Caen et Olivier Viviurca. Et c'est ça qui m'a amené à travailler sur la résistance sous un angle assez particulier qui est celui de ses relations avec les alliés britanniques et américains et avec la France libre, qui est un sujet sur lequel il y a des masses considérables d'archives en France et à l'étranger, ce qui peut être un argument pour commencer une recherche si on a envie de voyager un peu, et qui reste vraiment quand même très largement à dépouiller. Je suis arrivé par la Seconde Guerre mondiale par rebond successif, parce que j'ai toujours été très intéressé par la question de la guerre. Et en fait, en master, j'ai travaillé sur la guerre d'Algérie, en fait, sur les bombardements pendant la guerre d'Algérie. Et mon sujet de thèse, en fait, moi, je le connaissais. Le nom de Lamine Largeux me disait quelque chose, que j'avais le souvenir d'un prof de terminale quand il disait la guerre d'Indochine en à peu près 2 minutes, comme le programme me le permet. En fait, je me souviens vraiment très bien de l'entendre dire Lamine Largeux qui a déclenché la guerre d'Indochine. Il m'a fait la remarque, c'est quand même marrant, on est en France en 1946, comment est-ce qu'un homme seul peut déclencher une guerre? Donc c'est par là, en fait, et c'est seulement ensuite que j'ai découvert le parcours de Français Libre de Lamine Largeux et son rôle dans les FNFL. Donc c'est plutôt par les conflits coloniaux, en quelque sorte, que je suis revenu vers la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc nous sommes dans une université et on espère que cet enregistrement sera visionné par des étudiants, et on imagine qu'une de leurs interrogations, ce serait: comment devient-on historien? Pourquoi devient-on historien? Et puis à quoi ressemble votre métier d'historien au quotidien? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est que d'être historien comme métier? Je pense que les étudiants se représentent assez globalement. Qu'est-ce que ça peut être d'être diplomate ou journaliste ou plein d'autres métiers un peu plus visibles, mais à quoi est-ce que ça ressemble au quotidien d'être historien? Donc si vous voulez en quelques phrases parler de votre quotidien, de votre métier aux étudiants qui nous regarderont, on vous laisse la parole. Toujours dans l'ordre, ok. Alors en ce qui me concerne, je travaille au service historique de la Défense depuis maintenant 5 ans. Notre quotidien, on a 3 types de missions. C'est assez spécifique, le SFD. Première mission, on est là pour répondre aux demandes des armées et aux demandes politiques, donc typiquement état-major général, état-major de l'armée de l'air, pour ce qui me concerne. Ça peut être aussi des demandes du cabinet du Premier ministre, de l'Élysée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça peut être des études sur des sources classifiées, ce qui est extrêmement intéressant. Là, on a le privilège d'accéder à des sources vraiment qui n'ont jamais été lues. C'est très divers, ça peut être préparer un discours pour un ministre ou sur des questions mémorielles, notamment sur l'Algérie en ce moment. Autre mission, c'est l'enseignement. L'enseignement soit dans les universités, dans les écoles militaires, enseignement spécifique. Et autre mission qui, dans mon cas, me prend les 3/4 de mon temps, la recherche. Et là, on est sur un modèle universitaire, donc rédaction d'articles, rédaction d'ouvrages. Donc pour la SHD, c'est un mix d'enseignement type universitaire et spécifique à destination des politiques et des militaires. Merci Jean-Charles. Alors moi, très honnêtement, comme la plupart des gens autour de moi qui ont fait des thèses, je n'ai pas de poste parce qu'il n'y en a pas, donc je n'ai pas du tout un quotidien. C'est important de le dire. Il faut le dire quand même, c'est le cas le plus courant. Ensuite, j'ai gardé un lien, ça m'arrive, je donne des cours et je traduis des livres d'histoire. En fait. Donc je suis restée un petit peu dans le domaine, mais pas malheureusement dans le domaine de la recherche. Et pour ce qui me concerne, je suis aussi historienne à mes heures perdues, puisque je suis post-doctorante. Dans le cadre de mes fonctions de post-doctorante, je suis en fait éditrice pour une encyclopédie d'histoire en ligne qui s'appelle le HME à la Sorbonne. Donc la plupart de mon temps est consacré à du contact auteur, de la communication, de la lecture, de la relecture de textes, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, mais du coup, mon activité de recherche, et c'est quelque chose qu'il faut aussi dire aux étudiants, est souvent une activité plutôt
plutôt du soir et du week-end, une année sur deux, puisque parfois j'ai eu des postdoctorats de recherche et je ne sais pas ce qu'il en sera d'autres années. Et c'est aussi une activité d'enseignement qui vient aussi un peu en plus dans le cadre de vacations, mais qui m'a parfois amené à enseigner en secondaire. Donc, voilà, ça change d'une année sur l'autre. Et le temps consacré à la recherche change beaucoup d'une année sur l'autre. Moi, je suis privilégié de la Belgique parce que j'ai un poste. Je suis enseignant-chercheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un poste qui n'est pas un poste sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un poste sur maritime, sur lequel j'ai été élu. Donc, officiellement, je fais 50% d'enseignement et 50% de recherche. Et en vrai, en fait, je fais 50% d'enseignement, 100% d'administratif et pas de recherche, mais très peu. Puisqu'en fait, voilà, la réalité, c'est qu'effectivement, l'université tourne avec beaucoup de vacataires qui permettent des enseignements. Et pour les titulaires, en fait, beaucoup de tableaux Excel à remplir. Et la recherche, en fait, c'est toujours la même chose qui est sacrifiée dans ton travail. Parce que tout le monde trouve normal que je n'ai pas, que je sucre une journée en archive pour aller dans réunion. En revanche, si je fais des inverses, je pense que je provoque un scandale international. Moi, je ne vais pas faire court parce que j'ai un rendez-vous dans mes archives. C'est aussi un peu malheureusement mes heures perdues. Là, je vous prends un exemple, on est en novembre, depuis la rentrée, je n'ai pas été une seule fois en archive. Je n'ai pas eu le temps matériellement de. Peut-être une dernière question sur le métier d'historien avant de donner la parole à Maëlle pour vous interroger sur l'historiographie. Donc encore une fois, on s'adressera aujourd'hui à des étudiants qui sont assez curieux de ce métier d'historien. Et une des questions qui revient souvent, en tout cas que moi et mes camarades avions en études d'histoire, c'est est-ce que c'est un métier où on peut voir le monde? Est-ce que c'est un métier où on peut voyager? Parlez-nous un peu de vos voyages d'archives, à quel point est-ce que vous avez été amenés à aller à l'étranger pour ces études sur cette guerre qui est mondiale. Je ne sais pas qui veut commencer. C'est reparti dans l'ordre. En ce qui me concerne, pour ma thèse, je travaille principalement sur des sources anglaises. Donc je suis allé un nombre de fois respectable en Angleterre, à l'université de Norwich, notamment à Londres. Sinon, le reste, le cas restant, c'était en France, à Paris. Donc voilà, mon quotidien, c'était Paris-Londres en général. En ce qui concerne mon travail actuel, on est amené à bouger très souvent. J'en suis, je sais pas, une dizaine de voyages cette année. J'ai participé à un colloque en Roumanie l'année dernière, je devrais aller en Moldavie, si le ministère des Armées veut bien l'année prochaine. Après, dans mon cas, c'est comme je suis en poste, désolé, mais c'est financé, donc ça m'arrange bien aussi. Mais voilà, oui, si vous parlez de voir le monde, pour le coup, on voyage, j'étais à Nice il y a 2 semaines, j'étais pas très loin à Metz le mois dernier, donc au point de vue voyage, c'est un pur plaisir. Ça, c'est mon cas particulier. Moi, j'avais des archives très françaises, mais c'était parfois très difficile d'accès. Finalement, voilà, je suis beaucoup allée à Gap, à Montauban, à Limoges, finalement des endroits que je ne connaissais pas. Donc après, il y a toujours la possibilité, bien sûr, de voyager parce qu'il y a des colloques, des journées d'études. Dans l'ensemble, moi, je ne supporte pas trop multiplier ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est toujours possible d'aller, ne serait-ce qu'en Europe, dans d'autres universités, c'est toujours intéressant. Après, si on s'adressait à des étudiantes et des étudiants, je dirais qu'on peut choisir son sujet aussi en fonction des pays et des espaces qui nous intéressent. Enfin, j'imagine que c'est le cas tout près de cette table. C'est vrai que c'est l'occasion du coup de faire des séjours en archives, éventuellement des échanges, sans forcément faire multiplier les déplacements ponctuels pour les colloques. Mais des déplacements un peu plus longs, voilà. Pour ce qui me concerne, c'était surtout des archives britanniques et américaines. Et donc, c'est quand même les centres principaux d'archives. Et donc, c'était Londres et Washington. Donc, c'était pas très exotique. Mais c'était quand même voilà, des pratiques un peu différentes. Les archives nationales américaines, notamment, la découverte du personnel de sécurité armé aux archives fédérales est une découverte assez intéressante. De même que celle de la règle qui veut quand on voudrait amener une bouteille de vin pour remercier quelqu'un qui vous a aidé dans les inventaires, on n'a pas le droit d'amener une bouteille, d'introduire de l'alcool dans un bâtiment fédéral. Et donc ça peut vous occasionner beaucoup de problèmes avec cette sécurité qui justement est armée. Donc voilà, on apprend c'est bon à savoir. Des pratiques un peu différentes. Je pense que tu le savais déjà. Moi aussi j'ai pas mal d'archives françaises, donc je suis resté sur des archives françaises. J'avais aussi une peinture j'ai des archives religieuses. Moi j'ai eu la chance d'aller à Rome, notamment à ce qui s'appelait à l'époque les archives secrètes du Vatican. Donc là aussi une autre expérience, effectivement, c'est franchir la frontière pour entrer dans l'état souverain et consulter ses archives, donc c'est assez rigolo. Et puis il y a des sur les colloques avec
chance d'aller récemment au Canada et au Vietnam pour des colloques. Mais après, il y a un coût environnemental à ces déplacements. Alors, c'est un intérêt scientifique aussi, parce que tout se fait pas par Zoom. Parce que Zoom, c'est un point de qualité, mais effectivement, pour les rencontres scientifiques, il y a aussi plein de moments à côté qui ne peuvent pas être faits par Zoom. Mais donc, il y a une vraie question, une vraie interrogation sur la place de ces déplacements étrangers, qui à la fois, notamment pour les rencontres scientifiques, ont plein de plus-values, mais qui ont un coût voilà, qui interroge aussi, sur lequel il faut s'interroger. Merci à tous. On va parler rapidement d'historiographie. Bon, c'est pas le sujet le plus populaire généralement. Pour simplifier pour les étudiants, c'est un peu l'idée de comment on écrit l'histoire selon le temps et avec quels outils intellectuels et parfois quel biais aussi historiographique. Comment l'historiographie a évolué sur vos sujets depuis que vous avez commencé? Est-ce qu'il reste des choses à écrire sur la Seconde Guerre mondiale? On va inverser, Thomas, tu commences? Grande question. Alors spécifiquement sur l'histoire de la marine, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement. En fait, il y a un marché éditorial très clairement en public sur voilà, la guerre, les batailles navales, pour faire très simple. En revanche, en matière de historiographie, il reste plein de choses à faire parce qu'il y a plein de sujets qui n'ont pas été abordés. Alors, à la fois des choses très opérationnelles. Nous, après, les choses très sociales, ça, par exemple, c'est Français libres, en fait, notamment les forces armées françaises libres. On ne les connaît pas vraiment. On ne sait pas vraiment qui sont à bord des bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une marine qui était une des plus grandes marines du monde et en fait se retrouver effectivement à être en sous-ordre dans un convoi dirigé par les Britanniques? Qu'est-ce que ça veut dire voilà, pour des officiers ou des marins qui avaient été élevés dans une certaine vision de la marine et de la réalité des combats? Donc non, voilà, c'est cette espèce de paradoxe d'un sujet qui est en fait à la fois très traité, mais en fait, paradoxalement, scientifiquement, qui n'est pas tant que ça, en tout cas pour la marine militaire française, où il reste plein de choses à faire parce que voilà, on en parle beaucoup, mais en fait, on va rarement voir les archives. Et qu'est-ce qui a évolué en particulier depuis que tu as commencé tes recherches? Est-ce que tu as vu un renouveau particulier sur que ce soit le religieux dans la marine ou l'opérationnel? En fait, il n'y a pas eu depuis moi que j'ai soutenu ma thèse en 2014, il n'y a plus de thèses qui ont été faites, enfin il y a des thèses en cours qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, qui croisent la Seconde Guerre mondiale, donc c'est maritime ou navale, mais il y a peu de thèses, paradoxalement il y a beaucoup de thèses en histoire maritime, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont faites chaque année, mais en fait il y en a très très peu qui s'intéressent en fait à ce qui était traditionnellement les périodes très connues des 2 conflits mondiaux, et donc voilà, il y a peu de doctorants en fait, qui travaillent sur ces sujets-là. Paradoxalement, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces soutenances-là. Et moi, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que sur la résistance, je parle sous le contrôle de plusieurs d'entre vous. Il y a énormément de publications et énormément de publications grand public, si bien qu'on a l'impression que tout a été dit et que parfois travailler sur la résistance, présenter quelque chose sur la résistance, peut fatiguer un peu d'avance son public. Or, il y a des évolutions vraiment importantes, me semble-t-il, et qui tiennent peut-être moins à la connaissance qu'on a de la résistance qu'au regard porté sur elle, qui peut varier, alors notamment en variant les archives. Moi, c'est ce que j'ai fait en utilisant finalement les archives britanniques et américaines, bien sûr recoupées avec les archives françaises, pour essayer de voir le regard qui est porté sur la résistance. Donc ça peut montrer des choses un peu différentes sur la résistance, mais le regard porté aussi sur les différentes catégories de résistantes et de résistants, bien sûr. Donc, il y a eu, par exemple, sur les femmes en résistance, énormément de travaux qui ont été faits, notamment pour leur redonner une place dans les études qui concernent la résistance, en tant qu'elles étaient des assistantes incontournables qui ont permis à la résistance d'être ce qu'elle était. Mais dans ces travaux, on a oublié de s'interroger largement sur celles qui ont transgressé cette fonction assignée dans la résistance, d'assistantes des résistants finalement, et qui ont par exemple pris les armes, ce qui est une très petite minorité. Donc ça, c'est un travail par exemple qui reste à faire. Qu'est-ce que ça implique pour elles de prendre les armes pendant la guerre? Quel regard est porté sur leur prise d'armes pendant la guerre, mais surtout après la guerre? Est-ce que ça les discrédite ou pas? Certaines rapportent que ça porte atteinte à leur réputation durablement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de sujets qui pourraient être traités. De même, il y a des catégories d'étrangers qui n'ont pas été encore étudiées dans la résistance. Certaines l'ont été depuis maintenant plusieurs décennies. Mais par exemple, c'est assez récent qu'on s'intéresse aux soldats colonisés présents sur le territoire français, donc généralement faits prisonniers et échappés des camps qui ont rejoint la résistance.
ou aux travailleurs venus des colonies qui peuvent avoir rejoint la résistance. Et il y a des archives, sur eux, notamment à Aix, il y a des archives sur eux au FHD, qui ont très peu été exploitées et c'est des pans entiers sur les acteurs et les actrices de la résistance qui restent à travailler, me semble-t-il. Merci. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur la question du flot de publications qui ne s'appuie pas toujours sur des recherches nouvelles. Je dirais que moi, dans mon domaine, qui est vraiment l'histoire politique et sociale de Vichy, c'est un sujet qui est passé de mode il y a assez longtemps maintenant. Il y a eu un grand moment, il est fini. Je pense que c'est un sujet qui a aussi pâti des injonctions à faire des sujets internationaux qui sont très intéressants, bien sûr, mais qui, du coup, les sujets franco-français, on le dit d'ailleurs, hein, quand on présente un sujet trop franco-français, bah, c'est mal vu. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour prendre un exemple, on manque d'un grand travail sur la milice, par exemple. Pourtant, la milice, on a l'impression que c'est ultra connu, mais c'est un peu ce que tu disais sur la marine. On ne sait pas qui était dans la milice. On a très peu d'indications sur la composition sociale de la milice, sur ses pratiques vraiment localement, etc. Et là, il y aurait, à mon avis, un grand travail à faire sur ce sujet-là. Je voulais te demander, toi qui es traductrice, il y a aussi peut-être quelque chose à faire parce qu'il y a des gros biais historiographiques de ce côté-là. Je pense que quand on fait des synthèses individuelles sur la guerre du Pacifique avec aucune source asiatique et aucun auteur asiatique, sachant que les Japonais font quand même très régulièrement des travaux là-dessus, il y a quand même peut-être un travail de traduction. Je pense que notamment au livre qu'a traduit Arnaud Nantas sur le massacre de Nanka, qui est l'un des ouvrages de référence de l'historiographie japonaise, qui vient à peine d'être traduit. Donc il y a peut-être aussi un gros travail à faire dans la traduction pour faire évoluer l'historiographie. Ah bah ça, moi, c'est mon gagne-pain, donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas traduire. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Après, le problème, c'est que la traduction, ça coûte très cher aux éditeurs. Enfin, on en revient vraiment à ça. Et donc, effectivement, peut-être qu'il faudrait envisager d'aider les éditeurs à traduire. C'est sûr que je suis bien d'accord sur la guerre du Pacifique. D'ailleurs, je le dis régulièrement à des étudiants. On a beaucoup de mal à leur faire lire des livres, en fait, sur le sujet, parce qu'il n'y a pas grand-chose de traduit. Bon, plus généralement, si on s'adresse à des étudiants, bien sûr, il faut leur dire que quand on veut s'intéresser à un sujet, il y en a un qui est venu me dire l'autre jour qu'il voulait travailler sur le droit nazi. Je lui ai dit, est-ce que vous parlez allemand? Il m'a dit non. Bon, bah, voilà, là, c'est sûr qu'il y a un effort à faire aussi quand on veut s'intéresser à des sujets internationaux. Le minimum, c'est de maîtriser les langues qui sont nécessaires. Merci. Oui, pour l'armée de l'air, ça rejoint le paradoxe défini par Thomas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur la FAFL. Les forces aériennes françaises libres. Voilà, exactement. Beaucoup de choses, mais si on regarde bien de près, ce sont souvent les mémoires des acteurs qui ont été faites juste après la guerre, et beaucoup de revues spécialisées. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être de bonne qualité, au contraire. Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu de grande synthèse académique, universitaire qui ont été faites sur les FAFL. Et c'est l'enjeu d'une thèse qui est en cours par une doctorante du CESA, donc du Centre d'études stratégiques aérospatiales de l'école militaire, avec Olivier Villorca. Et je suis ça de près, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai fait une biographie de Martial Valin, qui est le chef des FAFL, qui lui non plus était parmi à rien dans la littérature. Donc ça c'est pour les FAFL. Pour l'armée de l'air de Vichy, il y a Claude Davzac, qui je pense a bien fait le tour avec sa thèse. Et l'autre paradoxe, c'est après. Une fois la France libérée, l'armée de l'air reconstituée, et là on tombe dans un vide étrange, où en gros d'août 1944 à même 1945, sur les opérations aériennes, campagne d'Allemagne, campagne d'Alsace, il n'y a rien. Il n'y a rien, enfin c'est au défi d'identifier les chefs, même du premier corps aérien français, qui connaît le premier corps aérien français, alors que c'est pourtant 30 000 aviateurs, c'est bien plus que les FAFL qui n'ont jamais dépassé 5 000 personnels en total cumulé, mais qui connaît le premier corps aérien français, qui connaît la 11e brigade de bombardement moyen. Enfin bref, là il y a vraiment des choses, ne serait-ce que sur le simple plan opérationnel. Sur le plan politique, c'est pourtant fascinant, parce que l'extrême majorité des cadres sont tous passés par l'armée de l'air de Vichy, souvent même jusqu'en 1943, voire 1944. Et ce sont tous les futurs cadres de l'armée de l'air d'après la Seconde Guerre mondiale. Et là-dessus, moi ça va être mon axe d'étude à partir de l'année prochaine, peut-être une HDR, on va voir ce que ça donne. Et moi par contre j'ai le gros avantage d'avoir le temps pour la recherche et surtout d'être assis sur des archives sous moi, littéralement. Donc voilà, moi je vais me faire plaisir sur le sujet, mais je pense qu'il y aura largement de quoi faire.
Vous pouvez expliquer pour les étudiants ce que c'est qu'une HDR et en quoi c'est différent qu'un doctorat? Oui, bah, c'est une habilitation à diriger des recherches. Alors, dans mon cas spécifique, ça sera surtout utile pour Thomas, qui je pense en fera une plus tard. C'est nécessaire pour accéder au poste de professeur d'université. Dans mon cas, quand on ne brigue pas du tout d'enseigner à l'université, ça sert à rien, globalement, à part pour le plaisir de continuer à faire un gros travail de recherche reconnu à l'université. Ça permet aussi d'être reconnu dans le monde académique, de continuer à l'être. Et puis, moi, c'est vraiment désintéressé. Mais après, oui, c'est nécessaire pour être professeur d'université. Merci. Et je voulais juste rebondir rapidement sur quelque chose que vous avez dit, Anne-Sophie. Vous lamentiez le fait qu'il n'y ait pas de travail sur la milice actuellement. Donc c'est effectivement le cas et c'est effectivement quelque chose auquel il faudra probablement remédier. Je sais cependant qu'il y a un étudiant sous la direction de Hannah Diamond qui est en train de rédiger une thèse sur la milice, mais c'est en anglais. Et ça mène à une des questions qu'on avait avec Maëlle. On s'interrogeait sur le fait qu'il y a quand même énormément de travail sur la résistance, sur Charles de Gaulle, sur la France libre, qui est fait en anglais, dans des universités anglaises ou américaines. Et vu qu'on est sur le campus de Sciences Po Reims et que de nombreux étudiants et étudiantes sont bilingues et pourraient potentiellement briguer de la recherche en anglais, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce paradoxe en fait sur le fait que, notamment à Manchester où vous étiez, Raphaël, il y a une grande partie de la recherche très novatrice sur la résistance qui est faite en Angleterre. La dernière grande biographie du général de Gaulle qui a été publiée en anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, Anne-Sophie, Raphaël? Sur la milice aussi, comment est-ce que vous expliquez que ce premier grand travail sort d'Angleterre? Je savais pas du coup qu'il y avait une. Elle n'est pas encore publiée, elle est en cours de rédaction. Cela dit, il y a quand même une tradition, que ce soit chez les Anglais ou chez les Américains, de travail sur Vichy. Bon, évidemment, Paxton. Donc, il y a toujours eu des grands travaux en anglais dans les universités américaines et britanniques. Après, sur la résistance. Peut-être, je ne sais pas si c'est paradoxal dans le sens, d'abord, pour citer mon travail précis à Manchester, j'ai travaillé principalement avec des Français expatriés. Mais qui écrivent en anglais. Et on pense à la biographie de Julian Jackson, que Julian Jackson a écrite sur De Gaulle. Il y a des Britanniques qui travaillent sur la résistance en France aussi, mais finalement, puisqu'il y a quand même un travail des Britanniques avec la résistance, c'est leur histoire aussi. Et puis rien n'interdit à un universitaire, n'est-ce pas, de s'intéresser à d'autres pays que le sien. Donc je ne suis pas étonnée que de grandes universités étrangères fassent de grands travaux sur la résistance, sur la Seconde Guerre mondiale. Et aussi parce que l'histoire de la résistance est quand même une histoire plus difficile peut-être à traiter pour un Français que pour un étranger. En tout cas, il est difficile de se distancier. Il est parfois difficile de se faire entendre aussi quand on essaye d'en parler de façon distanciée. Et peut-être que finalement, pour des questions mémorielles, c'est, je ne dirais pas plus facile, mais une approche importante que l'approche étrangère de la résistance française aussi, qui nous montre des choses que nous, parfois peut-être on ne voit pas. Puis il y a une question de source aussi, c'est qu'en fait, notamment pour l'instance extérieure, en fait, les sources, c'est même des sources qui sont en Angleterre, enfin, qui sont réunies, et donc c'est logique, enfin, c'est pas illogique aussi que des Britanniques, notamment un accès facilité, puisque quand on travaille sur la France libre, en fait, la France libre ayant été londonienne pendant un certain temps, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur la France libre dans les archives britanniques, de par en fait, les liens extrêmement forts entretenus à ce moment-là. Oui, quand je parlais de paradoxe, c'était par rapport à ce que vous Oui. disiez, Anne-Sophie, que c'était très peu considéré, enfin de moins en moins considéré, de moins en moins sexy de travailler sur la résistance en France. Oui, parce que les Anglais travaillent sur un pays étranger. C'est ça, voilà. C'est ça le paradoxe, que je trouve très intéressant. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un biais, notamment sur la milice, où c'est pas l'aspect le plus glorieux de l'histoire française, comme des défaites militaires? On évite de trop en parler des défaites, de comment l'Indochine a été colonisée, c'est pas non plus ultra glorieux. Oui, c'est peut-être un biais aussi. C'est pas très glorieux, mais après sur Vichy, je pense qu'on parle de beaucoup de choses qui ne sont pas très glorieuses. Les historiens français ont beaucoup travaillé sur les persécutions, par exemple. Je pense que la milice, ça a souffert du fait qu'il y a eu des travaux relativement précoces, finalement, ou peut-être qu'on a eu l'impression que ça avait déjà été fait, et donc personne ne s'y est remis ensuite. À mon avis, c'est plus le fait qu'on a l'impression de connaître la milice, alors qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je pose la question du coup. Donc on a trois angles aujourd'hui, c'est
les nouveaux regards, les nouvelles sources et les nouveaux problèmes qui se posent aux historiens de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance en particulier. Peut-être pour commencer par les nouveaux regards, on voulait vous interroger, Raphaël et Sophie, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce milieu de l'histoire militaire, que ce soit Vichy ou la résistance? Est-ce que ça a été un enjeu? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous étiez en minorité? Est-ce que pas du tout? Voilà, on était curieux par rapport à ça. Alors oui, en général, on est en minorité. Pourtant, moi, je ne travaille pas du tout sur de l'histoire militaire, mais bon, pour donner un exemple, là, je fais un TD de L3 sur la Seconde Guerre mondiale, ils sont 62, il y a 9 filles. Voilà. Ah oui. Donc, visiblement, c'est des choses qui perdurent. Ensuite, c'était déjà le cas quand je travaillais sur la Première Guerre mondiale. Ensuite, je pense que des historiens qui travaillent sur le sujet, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que, bon, bah, là, aujourd'hui, on est à une parité, mais de toute façon, c'est connu dans tous les domaines, c'est-à-dire que souvent, on pense moins à les inviter, en fait, et il faut beaucoup plus chercher pour inviter les femmes. Donc, en soi, des femmes qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a énormément. Il faut juste sortir un peu de ces biais et faire l'effort, en fait, de compter, parce que si on ne fait pas l'effort de compter, bah, on va tout de suite penser plus aux hommes, mais ça, c'est vrai dans tous les domaines. Pour le coup, ensuite, c'est vrai que, par exemple, si un jour on va à un colloque sur l'histoire du genre, alors là, on a l'impression que c'est un peu renversé, quoi. Il n'y a plus que des femmes, donc c'est pas tout à fait nous, notre quotidien. Mais bon, c'est quand même pas non plus toujours. Enfin, ça dépend quand même des endroits, on est quand même assez nombreuses. Oui, bah, je pense que ça évolue beaucoup avec les générations et que peut-être on a été moins confronté à cette question que d'autres. Et puis, dans l'histoire de la résistance, il y a quand même voilà, de grandes historiennes, dont certaines qu'on entendra ici, qui ont ouvert la voie et en travaillant sur les femmes dans la résistance d'ailleurs, notamment. Donc, ce travail a été fait après dans l'histoire militaire de la même façon. Ça se diversifie aussi. Bon, on m'a déjà demandé sur quoi je travaillais, j'ai déjà répondu l'histoire militaire, on m'a déjà rayonné. Mais en même temps, voilà, après il suffit d'en discuter et le doute est levé. Non, je pense que voilà, ça évolue dans un sens positif, même si, comme tu le dis, c'est pas toujours les premières invitées. Et parfois, on est invité pour faire nombre, sans que les gens qui vous invitent s'en cachent vraiment. Donc, je sais pas si c'est flatteur non plus. Thomas, tu en as un peu parlé, je voudrais que tu reviennes sur le concept de sortie de guerre, tu en as parlé tout à l'heure avec Danjo. Est-ce que tu pourrais un peu développer cette sortie de guerre, ce qui reste à faire sur la sortie de guerre, comment on travaille dessus? Ça fait partie des nouveaux regards qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale. La sortie de guerre, c'est l'idée de dire qu'en fait, on passe pas de la paix à la guerre. C'est-à-dire que certes, il y a des traités qui juridiquement font passer de l'un à l'autre, mais que c'est un processus et que ce processus, il est long, il n'est pas linéaire, donc il y a une espèce de retour en arrière, une mobilisation en fonction des thèmes qu'on aborde qui sont différents. Sur les sorties de guerre, par exemple, j'ai récemment travaillé sur les bombardements, je travaille sur Le Havre, qui est une ville qui a été très sévèrement bombardée par les Alliés en septembre 1944, et je travaille sur le devenir en fait des corps des Havrais qui sont morts sous les bombardements alliés. Et donc c'est un sujet, il y a plein de sujets qui sont encore traitables de ce sujet-là. Avec une collègue qui travaille sur l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, Claire Mio, on travaille sur l'histoire du cimetière de Marcel-Kébir. En fait, parce que Marcel-Kébir, tout le monde connaît, mais sauf qu'en fait, Marcel-Kébir, l'histoire de Marcel-Kébir, c'est vrai que le 3 juillet au soir. Sauf qu'en fait, on laisse un cimetière à Marcel-Kébir de 1300 corps, dans lequel on va rajouter en plus le corps de Darlan par la suite. Et on a un cimetière français dans une terre algérienne de victimes tuées par les Britanniques. Donc là, pour le coup, on a plein de jeux d'histoires qui s'imbriquent les unes aux autres. Et donc voilà, la sortie de guerre, c'est là, c'est de regarder en fait l'ombre portée en quelque sorte de la guerre et la manière dont, en fonction des domaines, ça se mobilise ou pas. Et là, pour le coup, il y a plein de choses à faire, parce qu'en fait, c'est des sujets qui ont été peut-être plus abordés pour la Première Guerre mondiale que sur la sortie de guerre, qui a été beaucoup travaillée et très bien travaillée. Et je pense que pour la Seconde Guerre mondiale, elle est d'autant plus intéressante que tous les Français n'ont pas vécu la même Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour le coup, la question des sorties de guerre, elle est encore peut-être plus intéressante parce que voilà, il y a à la fois on sort de la guerre, mais on ne sort pas tous de la même guerre après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense qu'il y a vraiment, là, pour le coup, plein de choses très intéressantes à creuser. Merci Thomas. On peut peut-être ouvrir la même question à la table. Quel nouveau concept, quel nouveau regard au sein de différentes institutions ou recherches indépendantes est-ce que vous essayez d'apporter à votre recherche? Pour Thomas, on avait la sortie de guerre. Uniquement sur la Seconde Guerre mondiale, donc. Personnellement, je me suis déjà spoilé ce que j'ai dit sur ce que j'aimerais travailler, sachant que voilà, je ne fais pas que ça, je travaille sur d'autres choses, sur les OPEX notamment.
Mais quand j'aurai le temps, donc l'année prochaine, j'aimerais beaucoup revenir sur ce que j'ai déjà dit, sur cette après-libération, puisque en France, ce que j'ai pu voir souvent dans les archives, encore très récemment, en gros, une fois que Paris est libéré, l'opinion publique se désintéresse assez de ce qui va se passer, alors que jusqu'en mai 1945, les combats sont extrêmement violents. L'armée allemande perd le plus gros de ses hommes à partir du mois de janvier 1945, et cet aspect est totalement oublié, même dans les archives que j'ai pu consulter pour l'instant sur le premier coréen français. On voit que lorsque les hommes repartent à Paris en permission, en fait, les Parisiens les regardent bizarrement. Qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe ailleurs, quoi. Même à l'époque, déjà, il n'y a pas de reconnaissance des combats en cours. C'est dire si l'oubli mémoriel a été immédiat, et il est toujours jusqu'à maintenant. Et j'aimerais bien jouer sur ce mécanisme. Voilà. Merci. Sophie? Oui, moi si j'avais pu continuer en recherche, c'est déjà un peu ce que j'avais fait dans ma thèse, mais j'aurais bien aimé continuer à me pencher sur des choses qui semblent des évidences sur la société française sous Vichy. Donc toutes les notions d'opinion publique, d'attachement à la personne du maréchal, qu'on a l'impression de bien connaître, qui en fait sont beaucoup basées sur des recherches par rapport aux rapports de préfet. Alors il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on utilise beaucoup moins les rapports de préfet parce qu'on se dit qu'ils ont beaucoup de biais, mais on continue à présenter l'opinion publique sous Vichy d'après des recherches qui, elles, s'étaient basées sur les rapports de préfet. Donc à mon avis, il y aurait quand même beaucoup de choses à faire là-dessus en prenant des aspects plus empiriques du quotidien des populations. Par exemple, moi ce que j'aurais beaucoup aimé faire, c'est savoir quelle était vraiment l'exposition des gens à la propagande. C'est-à-dire qu'on connaît bien la propagande de Vichy, mais la réalité c'est que dans la plupart des villages, on n'a jamais vu une affiche, que la plupart des affiches qu'on voit dans les manuels scolaires venaient d'un département, parce que c'est très décentralisé. Donc j'aurais bien aimé travailler sur ces aspects concrets, qui par ailleurs me semble quand même intéressant aujourd'hui, c'est la question de la pénétration d'idéologie d'extrême droite dans la population. À mon avis, ce sont des sujets qui ont vraiment un intérêt. Et pour vous, ça passerait par de l'histoire intime de faire ce type de travaux? Ça pourrait passer par de l'histoire intime. Alors moi, j'aime beaucoup les statistiques. Je fais beaucoup d'histoire quantitative. Donc après, voilà, c'est chacun son domaine. Mais à mon avis, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois... Dans ma thèse, j'avais pas, par exemple, de témoignages. Parce que ça n'existe pas, je n'en ai pas trouvé. À mon avis, il faut à la fois de l'histoire intime et toujours la question de la représentativité. C'est-à-dire que malgré tout, il faut aussi, je pense, des données plus générales qui ensuite s'appuient sur des témoignages, mais des témoignages bien pensés aussi, qui soient assez représentatifs peut-être des diversités sociales, par exemple. Merci. Et du coup, Raphaël, pour conclure. Moi, je souscris complètement. Et en même temps, je dirais que sur la résistance, cette dimension quantitative et chiffrée, statistique, elle est très très difficile à établir tout seul. Je pense qu'il faudrait travailler en équipe pour faire ça. D'ailleurs, ça a été le projet de l'IHCP pendant très longtemps, mais seules des statistiques sur la résistance, à mon avis, c'est presque impossible à établir. Je ne sais pas si elles auraient du sens, tellement elles sont difficiles à reconstituer précisément dans les archives. Et du coup, moi, à l'inverse, j'ai travaillé beaucoup sur les égo-documents, notamment des égo-documents qui émanent de médecins qui ont soigné des résistants. Donc ça, c'était à la suite un peu de ma thèse où j'ai commencé à travailler sur la médecine clandestine, à partir de témoignages, à partir aussi de thèses d'internes des hôpitaux qui ont soigné des résistants quand ils étaient internes et qui ont fait leur thèse sur cette partie-là de leur activité, sur ces années-là de leur activité. Donc je pense que autour de l'humanitaire, du soin en guerre, il y a des gens qui travaillent maintenant, par exemple Laurent Baird à Manchester notamment, mais sur la France libre, il y a beaucoup à faire. Sur les sorties de guerre, en réalité, je pense qu'on est tous, on a tous envie de savoir où cette histoire mène les actrices et les acteurs de l'histoire qu'on a suivie. Donc leur sortie de guerre, elle nous intéresse tous. La question pour la résistance, c'est la démobilisation, c'est est-ce qu'il y a une déception ou pas, la démobilisation. C'est aussi dans ce que Pascal Plat a appelé l'interrègne de la justice et la libération. Quand est-ce que les résistants rendent justice? Comment? Quand est-ce qu'elle elle va relever des ordonnances de la France libre, enfin, du gouvernement provisoire, à partir d'une date précise, mais en fait, les tribunaux militaires FFI ou des cours de justice FFI existent déjà. Donc, est-ce qu'elles deviennent des cours de justice officiels? Ça, je ne le sais pas. Peut-être dans la salle, certains ont ma réponse. Mais donc là, il y a un travail à faire sur la sortie de guerre dans ces questions juridiques et administratives qui serait très important. Et de même, tout à l'heure, tu parlais de
travaux sur des massacres de civils et de résistants en France, et sur, justement, Jean-Marc Dreyfus, avec qui tu travaille sur ça, et notamment sur les exhumations à la Libération, pour les réenterrer dignement avec des cérémonies, etc. Là, il y a un travail énorme à faire. Et puis, un dernier point que je mentionnerai, parce que c'est ma marotte, mais, ce sont les sources britanniques et américaines. Et, par exemple, moi, j'ai un peu travaillé sur les sources de l'OSS. Il y a très peu de choses sur l'OSS en France. Donc l'OSS, le Office of j'ai un trou. Strategic Services, qui sont les services secrets américains chargés des liens avec les résistances européennes. Et il y a des kilomètres linéaires de documents et de choses à découvrir sur, en fait, justement en anglais, sur l'ensemble de l'Europe. Donc, de même qu'avec les archives britanniques, il y a une possibilité de comparaison, même si ça impliquerait de revenir aussi aux archives nationales à chaque fois, et donc ça limite les comparaisons possibles en ce qui me concerne. Merci. Oui, puis ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un aspect global dans la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je regardais les journaux allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont extrêmement informés de ce qui se passe en Asie. Et donc, il y a des projets d'histoire globale vraiment à développer. Alors, il faudrait sans doute être à plusieurs. Je pense que la traductrice ne va pas me contredire, à plusieurs avec des spécialistes de langues différentes, mais il y a tout à faire de ce côté-là. Ce serait très intéressant de travailler à très nombreux. Voilà, il faudrait un gros projet de recherche. Un gros projet de recherche. C'est ça. Et je pense que on s'en chargerait volontiers. Je pense que vous avez à vous quatre donné plein d'idées à de potentiels étudiants et étudiantes qui nous regarderont un jour peut-être, de sujets de recherche à explorer en master. Après, la question qui se pose vraiment pour eux, pour nous, pour vous, c'est celle des sources. Et je voulais on va vous poser quelques questions sur les sources que vous utilisez, le travail de sources, le type de sources que vous utilisez, comment vous les décryptez, comment est-ce que vous les mettez en commun. Mais avant de commencer, je voulais poser une question à Thomas. Du coup, en 2020, Thomas, tu as co-signé dans l'histoire un édito sous le titre Kafka aux archives, autour d'une grosse controverse qu'il y avait à l'époque, dite de l'IJ 1300. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que cette controverse a fait au métier d'historien à ce moment-là? Alors, je pense que la controverse, ce qu'elle a fait au métier d'historien, c'est qu'en fait, je pense qu'elle a permis à pas mal d'historiens de regarder la loi sur les archives, qu'on connaissait mal. Après, on s'est aperçu qu'on n'était pas ceux qui la connaissaient la plus mal, puisqu'en fait, l'administration la connaissait évidemment plus mal que les historiens. C'est le Conseil d'État qui l'a dit après. En fait, en gros, la difficulté, c'est qu'en fait, la loi dit qu'après 50 ans, les archives deviennent de plein droit communicables. Or, en 2020, l'administration, le GDSN, en fait, a expliqué que non, quand bien même la loi disait que les archives devenaient de plein droit communicables, il fallait quand même qu'elles soient déclassifiées, sans se rendre compte de ce que matériellement ça voulait dire de déclassifier à la main des milliers et des milliers de documents, enfin on parle de kilomètres de papier. Et donc ça a entraîné un blocage en fait, de fait des archives pendant quasiment 2 ans. Quel type d'archives en particulier? En fait, c'est surtout les archives en fait, qui portent atteinte à ce secret de la défense nationale, donc toutes les archives qui possèdent un tampon, sachant que ce qu'on appelle classification aujourd'hui, c'est pas forcément des classifications d'époque. Je vois un exemple qui est très rigolo mais qui est très parlant. Quand un bateau de FNFL va appareiller, on embarque du papier toilette. Ce qui est normal, sauf qu'en fait, l'information de savoir qu'on embarque du papier toilette, ça veut dire que le bateau va appareiller, donc elle est secrète, donc il y a un coup de tampon dessus. Sauf qu'en fait, ce coup de tampon, qui marquait secret, voire très secret, en fait, le secret, au bout de 3 jours, il est éventé, puisqu'en fait, tout le monde a vu le bateau appareiller. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où il aurait fallu déclassifier ce document, en disant qu'on avait chargé du roulet de papier toilette sur le bateau des FNF, sur le bâtiment des FNFL. Donc voilà, c'est ça la difficulté, et ça a été long, compliqué, mais je pense qu'effectivement ça a permis, en tout cas les historiens de mieux connaître la loi sur les archives, et de mieux se rendre compte effectivement de sa richesse et de ses difficultés aussi à la faire appliquer correctement. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Alors aujourd'hui concrètement, juridiquement parlant, en fait, la loi a changé depuis, puisqu'en fait il y a eu une modification de la loi à l'occasion justement du mouvement antiterroriste. C'est la première fois qu'une loi sur les archives a été traitée par un véhicule législatif qui parlait de mouvement antiterroriste. Actuellement, en fait, il y a moins de difficultés pour la Seconde Guerre mondiale. Pour le coup, ça a été quasiment intégralement conformé, à l'exception d'archives qui pourraient porter atteinte à des procédés opérationnels, des choses comme ça. Donc, c'est des archives très très spécifiques. En revanche, l'une des difficultés, notamment pour ce qui concerne la marine, c'est que les archives, notamment militaires, les archives conservées par le SHD, ont été l'objet de déménagement, ou sont l'objet encore de déménagement, et donc en fait, on a procédé à l'éclatement de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, les fonds étaient concentrés à Vincennes, notamment pour la marine militaire pendant la Seconde Guerre mondiale,
Et en fait, pour faire de la place au château de Vincennes, puisque la DGF s'installait là où étaient les archives, où étaient conservées les archives du SHD, en fait, il y a des archives qui ont été un peu envoyées un peu partout, et on a notamment des séries qui ont été complètement explosées. Donc, il y a 10 cartons qui sont partis à Toulon, 10 cartons qui sont partis à Rochefort, 10 cartons qui sont partis à Brest. Et ce qui pose en fait un vrai problème, c'est l'accessibilité matérielle aux archives, parce qu'en fait, c'est un coût de se déplacer à Brest, c'est un coût de se déplacer à Toulon, c'est un coût pour les lycéens, mais c'est un coût pour les étudiants. C'est-à-dire que Paris, ça a plein de défauts, mais toutes les villes de France sont reliées à Paris relativement rapidement, ce qui n'est pas le cas de Châtellerault, par exemple, où il y a pas mal d'archives qui sont partis. Donc voilà, c'est une vraie difficulté, c'est un vrai, à mon avis, sujet de tension à avoir. C'est effectivement, au-delà des questions d'accessibilité juridique qui sont aussi une question, il y a une accessibilité pratique. Comment on fait pour rendre ces sources accessibles? Même les archives départementales, on parlait des questions d'heures d'ouverture, c'est tout bête, ou de fermeture des pauses méridiennes. Quand on a un étudiant qui se déplace et qui fait l'effort de partir effectivement dans les archives départementales et qui se retrouve pendant 2 heures sorti des archives parce que c'est l'heure de midi, c'est un temps qui est, voilà, qui est compliqué, et avec un émission on ne se rend pas forcément compte. Hein. Moi je dis toujours que l'éducation nationale, pour un étudiant de l'œuvre, venir à Paris, c'est la mission, mais vraiment, parce qu'en fait ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. C'est pas très cher entre guillemets, mais pour un budget étudiant, ça coûte cher de se déplacer. Et je pense qu'on a tous et toutes tendance des fois un peu à oublier ce coût qui peut être très compliqué et qui est en fait un vrai frein pour la recherche aujourd'hui, l'accessibilité physique aux archives. C'est vrai que ça, j'avais vu personnellement que ça avait eu un gros impact sur ne serait-ce que ma promo à moi. J'ai fini mon master en 2020, pile à ce moment-là. Tous mes camarades de promo se lançant en thèse avaient prévu, pour la plupart, de faire des archives très franco-françaises pour des histoires de cours, de voyages, de ne pas vouloir prendre l'avion. Et finalement, se sont retrouvés à devoir internationaliser globalement leur projet parce qu'il y avait un enjeu d'accès aux archives françaises qu'ils n'avaient pas prévu en début de thèse et qui s'est déclenché en 2020. Donc potentiellement, on va avoir une cuvée de thèses très, très internationales, ça reste à voir. Mais ouais, toujours sur vos sources et vos archives. Oui, plutôt une question d'actualité sur l'international. La situation dans de nombreux pays, que ce soit au niveau politique ou voire des guerres. Là, je pense à la Nouvelle-Calédonie pour Thomas, mais il y a eu des problèmes en Ukraine, Russie, Liban, Thaïlande, où l'accès aux archives est difficile pour ces pays-là. Et il y a quand même des choses à faire en termes de recherche historique à partir des archives de ces pays-là, ou de ces régions-là. Du coup, comment on fait actuellement? Il y a des gros blocages en Nouvelle-Calédonie, notamment. Alors, moi, pour la Nouvelle-Calédonie, j'avais travaillé avec des archives qui étaient conservées pour le coup en métropole, et j'ai eu la chance en fait d'être en contact avec l'archiviste du territoire, donc ça m'avait permis de contourner un peu les difficultés. Mais c'est vrai que oui, on en revient à la question effectivement de toute façon, pour faire de l'histoire, faire de la recherche, il faut pouvoir accéder à ces sources. Alors après, c'est pas parce qu'on n'a pas accès aux. Enfin, on a pu écrire l'histoire de Vichy à un moment aussi sans accès aux archives françaises. Paxton a quand même montré qu'il y avait des. Voilà, on invente, on parle des thèses internationales, voilà, on arrive, on tourne autour de l'objet, on descend le regard, on va inventer en quelque sorte des sources qu'on n'avait pas pensé à utiliser à l'origine. Mais clairement, oui, c'est un vrai souci, un vrai enjeu, surtout qu'on n'est pas toujours capable de mesurer au début d'un travail de recherche, effectivement, ce que ça va nécessiter comme dépouillement, et envisager les problèmes qui peuvent se poser sur la chose qui apparaissait normalement comme un en soi, comme l'accès aux archives. Au SHD, est-ce que c'est une problématique que vous retrouvez Thomas vient d'en faire le tour là. Donc, pour un petit peu dédramatiser, en tout cas pour ce qui concerne l'armée de l'air, ça pour la marine, je ne savais pas qu'elle était aussi impactée. Pour la gendarmerie, elle a été très impactée. L'armée de terre, elle a aussi beaucoup de fonds qui sont partis. Si je peux rassurer des futurs candidats pour l'armée de l'air, la plupart sont restés, heureusement, j'ai de la chance. Juste quelques séries techniques notamment qui ne sont pas forcément les plus intéressantes qui sont parties, mais le gros est là. Tous les dossiers personnels sont aussi les dossiers personnels des officiers qui ont longtemps été négligés, ils sont là. Donc, pour l'armée de l'air, on touche du bois. Donc, si on veut faire un master armée de l'air, Seconde Guerre mondiale, je pense que tout peut être concentré au SHD, après ça dépend du sujet évidemment, mais en tout cas dans ma paroisse, on s'en sort bien. Vous avez des choses à ajouter, Raphaël, Anne-Sophie, sur cet enjeu d'accès aux sources? Juste, évidemment, sur les pays en guerre, etc., c'est très compliqué. Après, je pense que ce qui serait intéressant, peut-être, c'est que parfois on a besoin d'aller quelque part pour 2 cartons, mais qui sont 2 cartons importants, et dans ces cas-là, il faudrait peut-être réfléchir aussi à mettre des étudiants en réseau qui puissent
se rendre des services, s'envoyer des photos d'archives. Je parlais tout à l'heure, moi je suis allée aux archives à Gap. Bon, à Gap, il n'y avait pas grand monde, il n'y a pas d'université juste à côté, c'est difficilement accessible. Eux, ce qu'ils se sont mis à faire, c'est numériser des cartons à la demande pour. C'était très peu cher. Donc, moi, ensuite, je l'ai fait. Mais c'est aussi des services qui pourraient éventuellement se rendre, maintenant que c'est facile aussi de prendre des photos. Évidemment, si on travaille sur tout un fond, c'est pas possible. Mais sur 2 ou 3 cartons, c'est peut-être des services qui pourraient être intéressants, qui réduiraient les coûts environnementaux et puis les coûts aussi, voilà, ça coûte moins cher quand même. Raphaël? J'ai dans le même sens, enfin, moi pour ma thèse, on en avait parlé d'ailleurs, j'ai trouvé un seul carton, je pense, en tout cas un seul fond qui m'intéressait en Californie. Je crois qu'il y avait une boîte. Bon, je ne pouvais pas aller en Californie pour une boîte, très clairement, pour un ensemble de raisons, dont le financement des doctorants et voilà, des recherches, même si de ce point de vue j'ai eu beaucoup de chance. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance qu'une chercheuse veuille bien, voilà, une amie d'amis, me faire un dossier très très propre. Ça a dû lui prendre une journée, je pense, de sa mission à elle. Et voilà, ça m'a servi vraiment énormément. Et après, juste un mot peut-être pour les étudiantes et étudiants qui voudraient travailler sur la résistance. Même si elles ferment la nuit, ce qu'il y a de bien avec les études sur la résistance, c'est que les archives départementales sont extrêmement riches et qu'une partie des archives nationales, qu'elles soient militaires ou SHD, ou qu'elles soient celles de Pierrefitte-sur-Seine administratives, sont numérisées. Le fonds 72 AGI des archives nationales est très largement numérisé. Des fonds du SHD aussi, la série sur les maquis par exemple. Donc on peut très bien travailler à l'échelle départementale et recouper. Voilà, si on a de la chance, venir quelques fois à Paris, voir des fonds qui ne sont pas numérisés, mais quand même recouper avec des fonds de plus en plus accessibles. Et de ce point de vue, la numérisation est vraiment, enfin, voilà, prendre l'ampleur et c'est vraiment bien. Et de même pour les archives, je ne sais pas trop ce qu'il en est des archives américaines, c'était pas du tout numérisé à l'époque où j'y suis allée, mais c'était vaguement un projet. Les archives britanniques nationales, elles numérisent pas mal. Et on peut aussi acheter des dossiers en ligne. Alors, il y en a auxquels on peut accéder gratuitement et les télécharger, d'autres non. Mais ça peut être en fait intéressant voilà, de recevoir le PDF chez soi. Ça fait gagner un peu de temps, ça économise un voyage. Ça dépend voilà, des fonds qu'on a et du prix dont je ne me souviens pas, qui doit varier selon les dossiers. Et de la politique du pays quand c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Là, je parle pas très précis, mais c'est parce que je pensais à la résistance. Ce qu'on peut trouver sur la résistance, Mais non, c'est vrai, d'après ce que j'ai vu. on pense à des amis thésards. Moi, je pense à une amie qui bossait sur le fonds Yad Vashem, qui va globalement pas aller en Israël actuellement, ou une autre amie qui bossait sur la belle époque en Russie, qui ne va plus aller en Russie. Donc il y a aussi l'actualité internationale qui peut jouer sur nos recherches. C'est un peu moins le cas avec vous, je pense. Mais... En Thaïlande, ils refusent les numérisations si on n'est pas thaï, donc ça résout le problème. Je n'avais pas encore entendu celle-là. Oui, on voulait rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Anne-Sophie, élargir la question à vous quatre. Vous parliez de la perméabilité de la société aux idées de Vichy. Vous avez fait un lien avec la perméabilité de la société d'aujourd'hui avec les idées d'extrême droite. On voulait savoir, donc vous, dans votre thèse puis dans votre livre, vous vous efforcez de repolitiser l'histoire de Vichy. On a vu que Vichy est régulièrement revenu dans les discussions publiques et politiques ces dernières années, que ce soit à droite, mais aussi au centre, parfois à gauche. Vichy est devenu un vrai enjeu dans l'actualité. Et du coup, la question qu'on se posait pour vous quatre, c'est face à la montée des populismes, est-ce que vous voyez un nouveau enjeu à vos recherches, ce qui vous paraît encore plus... Est-ce que vous paraît que travailler sur la résistance a un enjeu différent aujourd'hui comparé d'il y a 10 ans? Est-ce que vous envisagez votre travail comme ça ou est-ce que vous n'envisagez pas du tout votre travail comme ça? Anne-Sophie, si vous voulez commencer. Je ne sais pas si on ferait de la recherche différemment. Après, c'est plus dans la façon dont on parle de notre sujet. Ou, bon, évidemment, quand on fait des cours aujourd'hui sur la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles, même s'il y a toujours des limites aux parallèles. Mais je pense que c'est peut-être des sujets, par exemple, voilà, la question de la société sous Vichy, qui pouvait sembler un peu lointain. Et qui trouvent un écho qui, à mon avis, devrait les rendre encore plus intéressants aujourd'hui. Ça ne changerait pas forcément ma façon de travailler, par ailleurs, mais c'est plus voilà, la façon d'en parler, je pense. Vos liens avec la presse, avec les podcasts historiques, avec le type d'intervention que vous faites, notamment?
C'est-à-dire après moi, j'ai été invitée un petit peu sur mon livre, donc après je parle de ce qu'il y a dans mon livre. Ensuite, libre aux gens qui m'écoutent d'y voir. Moi, je parle uniquement dans ce cas-là de ma recherche. On peut très bien y trouver des échos, mais c'est pas pour ça qu'on m'a invitée. En fait, quelquefois, c'était plus pour un livre vraiment sur Vichy. Raphaël? Moi, je dirais que c'est un peu l'inverse dans le sens où j'ai travaillé à une histoire un peu, je dirais, si ça a du sens, un peu dépolitisée de la résistance, puisque je me suis intéressée aux maquis en général, donc dans leur relation avec les Alliés, mais quelle que soit leur affiliation politique. Donc pour voir des similitudes entre des formes de résistance qui ont des affiliations politiques très différentes, qui d'ailleurs comptent très inégalement pour le maquisard Durand. Elle compte davantage pour les chefs que pour les maquisards Durand. Donc de ce point de vue, bien sûr que je m'intéresse aux questions politiques de ma thèse, ce serait difficile de faire autrement, mais j'ai pas une approche extrêmement politisée de la résistance. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que l'actualité nous dit de nos sujets de recherche aussi? Pour moi, elle ne me dit pas grand-chose, dans le sens où je me sens assez démunie et rattrapée par mon sujet dans l'actualité. Or, j'espérais que c'était un sujet d'histoire. Je trouve que ça interroge un peu l'utilité de mon travail. Je ne sais pas si d'autres partagent ce sentiment, mais j'imagine que la plupart d'entre nous, on travaille sur la guerre, pas parce qu'on a une fascination pour la guerre, mais parce qu'on veut mettre au jour les épreuves que la guerre fait vivre à différents types d'actrices et d'acteurs, civils, militaires, de toutes affiliations politiques, etc. Et donc, visiblement, on n'a peut-être pas mis suffisamment en avant cette épreuve, puisque il n'y a pas de... Donc, c'est peut-être un peu optimiste d'imaginer que ça pourrait avoir un impact. Mais en tout cas, je dirais plutôt que je suis plutôt démunie qu'autre chose face à cette actualité. Merci. Je rejoins ce que tu dis sur le fait d'être démuni, c'est la question effectivement de comment est-ce qu'on fait passer de la recherche scientifique à un discours qui est plus grand public. Et clairement, l'historien, on n'a pas forcément on peine à faire passer les recherches, c'est la voie grande ligne, hein. Dire une bêtise, ça prend 2 secondes, la démentir, ça prend des années de travail, quoi. Et on a pu le voir notamment sur la question de la persécution des juifs récemment, sur ce que ça donnait, où il s'est exprimé pendant des heures pour expliquer, c'est très compliqué. Et les enjeux politiques, moi je n'ai pas été tant confronté sur mon sujet, mais j'ai plutôt confronté quand j'étais au SHD. C'est la question en fait des mémoires différentes, des manières dont on se remémore. Et j'ai un souvenir d'un dossier qui avait été sur effectivement des noms de l'onomastique, de noms de baptême, de promotion, où il y avait eu, on s'était aperçu que c'était intéressant parce que c'était à la fois de l'histoire et de la mémoire en même temps. Ça, en fait, effectivement, un peu par hasard, on s'est dit qu'on a trouvé qu'il y avait des soucis sur certains noms qui avaient été donnés. Et ce qui interroge effectivement sur la raison ou la manière dont on décide de nommer telle ou telle chose, mais qui est en lien avec la question de la résistance. C'était intéressant. Mais c'est vrai que c'est plutôt à la marge aussi sur ces questions-là. Et Jean-Charles, je ne sais pas si... Sur la distance, j'ai pas trop travaillé. Non, sauf si vous avez une question plus spécifique. Parce que la mémoire des forces aériennes françaises libres se retrouve parfois politisée ou se retrouve... Alors, pour ce qui me concerne mon sujet de thèse, c'est plutôt les bombardements alliés qui ont eu un écho cette année. Et j'étais curieux de voir l'évolution qui s'est faite. Ça a commencé avec François Hollande en 2014. Pour la première fois, il avait introduit cette notion encore de manière pas extrêmement précise, mais en nommant quand même les bombardements alliés comme une source de souffrance pour les populations. Et là, cette année, avec le président, avec l'inauguration de stèles en série, il y a vraiment eu un tournant qui a été fait. Et je pense aussi par la disparition des derniers témoins, ça a dû ouvrir ce champ qui était litigieux, c'est-à-dire, si on a parlé tout à l'heure, quelle était la place de ce bombardement allié qui tombait nulle part, ni dans les bons, ni dans les méchants. Et là, je pense que dans cette histoire très spéciale, cette année a vraiment marqué un tournant mémoriel et historiographique qui est très intéressant. Merci beaucoup, merci à vous quatre. Je crois on avait laissé 10 minutes de base pour les questions. Oui, si vous avez des questions pour nos 4 intervenants, ça serait le moment. Monsieur. Bonjour, Samuel Jackson de la mission Libération.
On arrive justement avec les dernières interventions sur une question que je voulais poser, c'est du rapport entre histoire et mémoire. Vous êtes des historiens invités par notre mission qui fait en fait de la mémoire. De manière plus précise, j'ai découvert finalement il y a que quelques années la notion d'historial, que je ne sais pas bien situer dans ces deux thèmes. D'abord avec l'historial de la Grande Guerre à Péronne, et il n'y a pas très longtemps l'historial de Gaulle qui existe à Paris, je ne connaissais pas cette institution. Voilà, sur ce point précis muséal et de manière plus générale, le rapport entre histoire et mémoire pose-t-il des difficultés pour travailler sur la Seconde Guerre mondiale qui est très sensible de ce point de vue? En tant que praticien, j'ai un souvenir, moi je travaille sur les gentils, entre guillemets, sur les forces françaises libres, mais j'ai un souvenir très clair d'un séminaire où en fait, c'est très drôle parce qu'en fait c'était un moderniste qui modérait le panel, et c'était sur les amiraux de Vichy. Et quand il est sorti, il a dit, mais en fait j'avais toujours rêvé d'avoir des témoins, maintenant je viens de voir ça, je suis ravi que ce soit tous morts depuis 200 ans. Effectivement, ça avait tourné, ça avait été très compliqué pour la collègue qui travaille sur les amiraux de Vichy. En revanche, sur la question de la mémoire d'histoire, en fait la preuve des rapports, à mon avis, apaisés, en tout cas, qui ont changé, c'est conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique d'historiens. C'est la preuve voilà, qu'il y a quand même un dialogue, un travail, et que voilà, les historiens participent à leur niveau et avec leurs compétences à ce travail-là. Chose qui n'est pas forcément avant sur la mémoire. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux sur le rapport mémoire-histoire, mais voilà, le fait que dans ces conseils, enfin, qu'il y ait ces conseils scientifiques, que les musées se dotent de conseils scientifiques, c'est aussi la preuve que voilà, il y a une évolution et qu'il y a une prise en compte. Alors à la fois que les historiennes et historiens prennent au sérieux la question de la mémoire, acceptent de travailler dans des institutions qui mènent des politiques publiques de mémoire, et que ces institutions de politiques publiques de mémoire prennent la peine d'inviter des historiennes et historiens, et des fois qui sont un peu pénibles. Parce que ça peut être pénible, un historien, une historienne qui dit non, c'est plus compliqué que ça, ou non, ça, non. Donc voilà, je pense que le marqueur, c'est cette présence-là, le fait qu'il y ait un dialogue, ces institutions-là, c'est qui permettent justement le lien entre ces entrepreneurs de mémoire, sans que l'expression soit péjorative du tout, et les historiens et les historiens, voilà, qui est des lieux de rencontre, de parole, d'échange. Je pense que c'est la preuve que ça a changé et que ça évolue, que les rapports histoire-mémoire évoluent, à mon avis, je pense dans le bon sens, puisque voilà, justement, pour le coup, il y a une espèce d'interpénétration entre les deux. Je vais dans le sens en disant que on peut saluer les musées qui font un énorme travail là-dessus, je trouve. Moi, je me souviens d'avoir travaillé pour une exposition sur la résistance au musée départemental de la résistance et de la déportation de Nantua. Et on est allé ensemble avec la conservatrice aux archives, sortir des archives pour l'exposition. Il y avait un comité scientifique, justement. C'était pour voilà, c'était un renouvellement de leur parcours sur la résistance. Et il y a un travail très important qui est fait en ce sens. Et c'est bien qu'on puisse participer aussi à cette diffusion-là, à ce vecteur de diffusion. Je ne sais pas si Anne-Sophie, vous avez des choses à rajouter sur cette question ou pas? Oui, Denis Péchanski, une question complémentaire en fait sur l'interface histoire-mémoire. C'est la mémoire comme objet d'histoire. Donc c'est un autre aspect de notre affaire qui concerne un tout petit peu. Et je me posais la question de ce qui avait été fait à partir de cette masse d'entretien au SHD, en particulier, je crois, justement l'armée de l'air, pas simplement, enfin le chat a fait aussi ça, un recueil de témoignages, mais quasi systématiques, à partir d'un certain degré de responsabilité. C'est là où peut-être on peut s'interroger, mais est-ce qu'en dehors du recueil de ces données qui peuvent être utilisées par X ou Y, est-ce qu'il y a un travail systématique sur l'histoire orale, au sens alors à l'ancienne, mais peut-être avec des méthodes plus récentes, d'exploitation de ces datas? Oui, c'est ce qu'on appelle les témoignages oraux. Il y a toujours une division au SHD qui est en charge de la collecte et qui effectue, je ne sais pas combien, mais au moins une bonne vingtaine de témoignages tous les ans. Ces témoignages oraux qui ne sont pas si accessibles, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un problème. Il y a une certaine difficulté à accéder aux témoignages, notamment les plus récents. Il faut avoir des autorisations, c'est pas simple. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de souci. C'est une source qui en général est peu connue des étudiants.
alors qu'il y a une richesse incroyable. Enfin, j'invite d'ailleurs les étudiants à consulter les inventaires qui sont facilement accessibles. Bien sûr, ce sont des témoignages, donc par définition, c'est le métier d'historien, il faut les recouper avec les archives, enfin, on ne peut pas les prendre telles quelles, mais ça peut apporter vraiment un enrichissement et souvent humaniser des archives administratives qui peuvent être très sèches. Et moi, j'avoue que pour ma thèse, j'avais très peu utilisé, mais après, je travaillais surtout sur les ressources britanniques, mais depuis que je suis ESAG, je les utilise très souvent. J'ai découvert plein de choses, vraiment des détails enrichissants, encore une fois, toujours à croiser avec d'autres sources, c'est la base, mais c'est une source qui est très largement négligée. Enfin, dans beaucoup d'études, même très sérieuses, on ne voit jamais ça. Donc j'invite vraiment les étudiants à venir à la ESAG, à la division des témoignages oraux. Il y a un fond impressionnant qui s'enrichit, mais là, avec la date de sûreté qui peut être assez importante, notamment quand les personnes sont toujours vivantes, typiquement. Et pour la Seconde Guerre mondiale qui nous intéresse, voilà, c'est vraiment un vivier impressionnant à regarder. Évidemment, il faut que je complète ma question, mais est-ce qu'il y a, un projet de transcription speech-to-text et ensuite correction de ces speech-to-text pour avoir une analyse systématique et croisée de tous ces dossiers, de tous ces témoignages, en utilisant par exemple les outils d'analyse statistique de vocabulaire, textométrie ou autre, pour pouvoir en faire non seulement des sources pour une histoire qui serait une histoire globale, on va dire, mais d'en faire en tant que tel un objet de recherche. Ça tombe bien, j'avais une réunion cette semaine sur une nouvelle plateforme qui va être mise en service dans le ministère des Armées, qui s'appelle la plateforme Génial, qui est un jeu de mots pour l'intelligence artificielle, voilà, c'est le Voskilo. Alors je ne sais pas si, ça devrait être logiquement le cas, mais dans la réunion il était question justement de retranscription orale à l'écrit, d'analyse statistique. Donc j'imagine que ça correspondrait parfaitement aux témoignages oraux, sachant que la plateforme est toujours en cours d'essai. De ce que j'en ai vu, ça a l'air vraiment passionnant, ne serait-ce que pour faire des fiches, des synthèses de fiches, ce qu'on fait très souvent dans notre quotidien. Évidemment, ça dépend les attendus. Si c'est des fiches très descriptives, techniques, linéaires, ça peut être intéressant. Dès qu'il y a des enjeux politiques mémoriels, là, c'est vraiment autre chose. Mais pour ce dont vous suggérez, à mon avis, c'est une très bonne idée qui a dû être pensée. Parce que c'est vrai que les témoignages oraux sont potentiellement difficiles à exploiter. Déjà, il faut les écouter. Rien que les écouter, ça peut prendre des journées. Il faut les retranscrire, ça peut vraiment être décourageant. Et l'intelligence artificielle, je pense, a un bon rôle à jouer avec la DTO, avec la division des témoignages oraux, pardon. Et j'avoue que sur le coup, j'ai pas pensé pendant la réunion, mais voilà, je vais en reparler aux concernés. Puisqu'on me demande vraiment d'intervenir encore, non, je vais donner un simple exemple, puisque dans un équipement d'excellence que je pilote qui s'appelle Matrice, on va travailler sur les témoignages de la déportation. Et de la déportation de répression, donc des résistants déportés. Et on a, grâce à la Fondation de la mémoire de la déportation, en particulier, un corpus de près de 300 témoignages audio et une centaine de témoignages audiovisuels. Je fais un travail sur les témoignages strictement audio, que je n'ai pas encore publié, il faudrait peut-être quand même que je m'y mette, en utilisant les outils de textométrie. Donc on balance toutes nos transcriptions avec speech-to-text, on a une transcription automatique maintenant, les outils de l'IA donnent des résultats assez exceptionnels et très rapides. On a mis ça en machine, on fait une analyse factorielle des correspondances, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on croise les individus avec les mots qu'ils utilisent. Bon, ça fait quand même un espace, si on prend les 300 mots de près de 300 personnes, ça fait un espace, un nuage à 300 dimensions, donc c'est un petit peu compliqué à exploiter, mais l'analyse factorielle des correspondances grâce à Benzekri donne des clés là depuis longtemps. Alors ce qu'il y a d'assez exceptionnel quand j'ai trouvé la solution, c'était les témoins qu'on avait des témoins enregistrés dans les années 90, début 2000, donc
il y avait encore 10-15 ans de différence, des ruraux, des urbains, des catégories socio-professionnelles différentes, des niveaux de diplôme différents, surtout des origines, enfin des positionnements, des engagements politiques différents, depuis les communistes jusqu'aux gaullistes, pour prendre ces deux exemples-là, mais avec tous les autres, le genre homme-femme, et bon voilà, il y avait toute une batterie de variables. Et comme vous le savez, le principe de la liste factorielle des correspondances, c'est d'hiérarchiser les facteurs qui sont les plus discriminants en fonction des mots qu'ils utilisent. Bon. Eh bien, le facteur le plus discriminant, moi, béotien, j'arrivais, je disais, bon, on va arriver, on va avoir les gaullistes d'un côté, les communistes de l'autre, qui racontent leur histoire. Ben, pas du tout. La première variable, c'est homme-femme. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne racontent pas, ils n'utilisent pas les mêmes mots pour raconter la même histoire. Donc c'est pour dire que là, il y a des pistes à partir de ton fond d'archives assez exceptionnel, si on peut passer l'analyse systématique. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le fond, si je me souviens bien. Maintenant, peut-être ça bouge un peu. Mais en dehors de cet élément-là, d'arriver à comprendre comment se distribuent les mots et comment... Je ne doute pas que mes collègues de la DTO sont au fait de ça. Si vous voulez, je vous invite à vous rapprocher de Nicolas Beauperrin, le chef de la division. J'avoue que je ne travaille pas dessus personnellement, mais je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider. Merci beaucoup, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour votre présence, pour vos réponses. Pour ceux qui nous regardent peut-être, n'hésitez pas, on peut trouver les livres, les thèses de tous nos intervenants et intervenantes en ligne. N'hésitez pas à les lire. Merci.